Épisode numéro 106 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde et merci d'être à l'écoute en ce mercredi soir, 20h, sur les ondes de Facebook, de Twitter ou de YouTube pour tous ceux qui nous écoutent en direct ou sinon sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour ceux qui nous écoutent en rattrapage. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, Sébastien Berroir, comme à chaque semaine. Sébastien, comment vas-tu? Ça va mieux que Vladdy Guerrero Jr. Faut toujours que ça aille mieux que quelqu'un. Hein? Ben oui, ben j'ai parti ça, puis là, je continue. Là. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais faire ça, là, mais. Jusqu'à temps que ça touche. Jusqu'à temps qu'Aaron Judge n'aille pas bien. Ah, ouais, non, non, je vais le dire. Oh, oui, c'est ça. Tu vas le dire en pleurant un peu, mais tu vas le dire. Oui, ça, oui, par contre, oui. Voilà. Et Pascal Harvey qui est là, ça faisait quelques semaines que Pascal n'était pas avec nous. Est-ce que tu nous boudais, Pascal? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne vous boudais pas, j'étais occupé ailleurs là, à faire le tour du Québec, entre autres. Voilà, donc un beau trio ce soir pour parler de l'actualité du baseball majeur. Messieurs, écoutez, sans plus tarder, allons-y avec ce qui se passe chez les Blue Jays de Toronto. Messieurs, Matt, il nous a volé un peu le sujet en disant « Je suis convaincu que vous allez faire un meilleur podcast aujourd'hui que la performance de Vlad dans ce début de saison. » Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'on ne sera pas complètement atroce. Mais... pas haute, mettons. Là. Non, écoute, mais tu sais, c'est ça, Sébastien. Moi, dans les dernières semaines, puis je le maintenais, tu sais, je disais, c'est pas un début de saison étincelant, mais ça va encore placer la balle en jeu. Mais là, depuis une semaine, là, l'aiguille a vraiment basculé du mauvais côté. Depuis la dernière fois où on s'est parlé, c'est-à-dire il y a une semaine, et il y a 2 coups sûrs. C'est pas beaucoup 2 coups sûrs, c'est 2-5. Tu sais, il y a quoi? Il y a 9 coups sûrs de plus d'un but depuis le début de la saison. Quand il plaçait la balle en jeu, c'était une chose. Là, il ne le fait pas du tout. C'est un retrait automatique présentement de Vladimir Guerrero Jr. Il y a probablement le pire OPS de toute la ligue depuis le début du mois de mai. Qu'est-ce qui se passe avec Vlad? Je ne sais pas. Puis, comme tu l'as dit, jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait rien d'inquiétant nécessairement. Il frappait des simples. Sa moyenne au bâton n'était pas mauvaise. Il se rendait sur les sentiers, mais là, ce n'est plus le cas. Puis, on le sait là, que c'est long à partir. Vladimir Guerrero, c'est un diesel, ça prend du temps. Une fois qu'il se met en marche, mais souvent, ça va mieux. Mais avec un contrat comme celui qu'il a signé, il va falloir qu'il performe à la hauteur de ce contrat-là. Puis avec le départ de Bo Bichette, bien, cette équipe-là repose sur ses épaules. C'est lui le visage de la franchise. C'est lui qui doit performer. Les Jays ont une panoplie de blessures, donc il doit élever son jeu d'un cran, même si on est en début de saison. Puis le manque de puissance, c'est une chose, on le voyait dans les dernières saisons. Mais là, de plus être capable de placer la balle en jeu, on a des coureurs en position de marquer. On n'est pas capable de faire le travail du côté de Vladimir Guerrero. Si je vous demande, les gars, si les Jays ont des coureurs en position de marquer, est-ce que vous voulez Vladimir Guerrero au bâton en ce moment? Probablement. Moi, je veux Okamoto. Exactement. Alors que c'est ton joueur de franchise, c'est lui que tu devrais vouloir avoir au marbre dans ces situations-là. Mais là, c'est tout le contraire. Manque de confiance. Puis on ne peut pas dire que c'est un manque d'effort non plus. Là. C'est juste que là, ça ne fonctionne pas, mais il va falloir que ça fonctionne plus tôt que tard. Ben non, c'est pas nécessairement un manque d'effort, mais en même temps, tu sais, il a pris le traitement José Bautista. Là. Quand la balle est frappée à l'avant-champ, là, il ne court pas à la Pete Rose au premier coussin, mettons. Là, on va le dire comme ça. Là. Non, mais je comprends ce que tu... Non, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire par manque d'effort dans le sens où c'est pas qu'il s'en va chez eux le soir puis il se fout puis il arrive une demi-heure avant le game. Tu sais, je suis sûr qu'il met les efforts hors terrain pour réussir. En ce moment, par exemple, Pascal, ça fonctionne vraiment pas du tout. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à cette situation-là? Bien, dans ton introduction, Charles, tu disais qu'il y avait seulement 2 coups sûrs depuis une semaine. C'est quand même 2 coups sûrs de plus que Kyle Riley. Là. Mais n'empêche que ainsi va Vladimir Guerrero, ainsi vont les Jays. Puis actuellement, ça ne va pas bien. Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, Albert Pujols disait qu'il aimait beaucoup ce qu'il voyait de Vladimir Guerrero, qui frappait la balle à tous les champs, qui faisait contact. Puis pour lui, la perte de puissance, ce n'était pas nécessairement inquiétant. Par contre, Vladimir Guerrero, est-ce qu'on va le payer tout cet argent-là pour être un frappeur uniquement de moyenne? Non. La réponse, c'est non. Donc, il va peut-être falloir qu'il change des choses au bâton. Il va peut-être falloir qu'il s'assoie avec l'instructeur des frappeurs ou que l'instructeur des frappeurs s'assoie avec lui plutôt pour voir ce qui ne marche pas. Mais en même temps,
est-ce qu'on va vouloir revoir sa technique au bâton? Est-ce qu'on va vouloir voir beaucoup de choses dans son élan? Je pense pas, parce que la dernière chose qu'on veut chez les Jays actuellement, c'est le mêler encore plus. Puis je pense qu'on va vouloir qu'il s'en sorte lui-même, mais quand va-t-il s'en sortir? C'est ça la question, parce qu'actuellement, les Jays, ils font beaucoup de surplace au classement. Puis ça, c'est inquiétant aussi, collectivement parlant. Tu as raison, puis tu sais, c'est dans des moments comme ceux-là, présentement, Sébastien, où tu as besoin de Guerrero parce qu'au classement, c'est difficile, tu perds plus de matchs que tu n'en gagnes, ce qui n'est pas normal pour cette formation-là. Tu sais, tu as Nathan Locus qui est sur les lignes de côté, tu as Kirk qui est sur les lignes de côté. C'est une grosse perte aussi, ça, quand même, Alejandro Kirk. Et tu as Addison Barger qui était blessé aux chevilles, revient, effectue un lancer comme on voyait un relais des années 90 et résultat, prend la route du chemin, écoute, ça va sur la liste des blessés. L'hécatombe continue, comme je te dis, moi je ne l'utilise pas comme une excuse dans le sens où les gars qui restent sur le terrain, il y a des gars qui sont très, très capables de faire le terrain. Si tu regardes l'alignement presque à tous les jours, là, quand c'est les réservistes qui jouent, c'est plus compliqué, mais quand c'est ton alignement partant, malgré les blessures, Sébastien, ça demeure une formation qui devrait produire beaucoup plus que ce qu'on voit présentement. Et si le meneur menait, ben, on parlerait moins de Barger qui n'est pas là, puis Lucas qui n'est pas là, puis Kirk qui n'est pas là. Exact. Tout le monde doit lever son jeu d'un cran quand il y a des blessures, quand il y a des absences, quand il y a des situations difficiles. Mais ceux qui doivent le faire encore plus, c'est justement tes meneurs, tes leaders, ceux qui gagnent des salaires incroyables. C'est à eux qu'on a accordé cet argent-là. C'est à eux qu'on a accordé ces responsabilités-là qui viennent avec les contrats respectifs. Donc oui, c'est à Vladimir. Même s'il ne peut pas tout faire seul, il doit faire plus que ce qu'il fait en ce moment. Même si on le sait que c'est toujours difficile en début de saison, il doit passer au prochain niveau plus rapidement que dans une saison où tout va bien, comme l'an dernier, même si le début de saison n'avait pas été extraordinaire. On avait des beaux bichettes qui tenaient le fort, on avait des lanceurs qui faisaient le travail, donc il pouvait attendre un petit peu avant de se mettre en marche. Dans une saison comme celle de 2026, il n'y a pas le luxe d'attendre de se mettre en marche, il doit produire dès maintenant. Pascal, la situation à l'issue de Barger, on en parlait justement, donc faisons un petit peu plus de chemin là-dessus. Là, si ce gars-là est en santé, c'est sûr que ça change la donne. Tu trouves peut-être un frappeur numéro 2, c'est là qu'il s'enlignait justement en fin de semaine passée à son retour. On l'a vu l'an passé, on l'a vu en série, on l'a vu en série mondiale à quel point il est capable de faire la différence. J'ai hâte de revoir ce gars-là en santé parce que c'est un des frappeurs les plus dynamiques, les plus puissants de cet alignement-là. Tu sais, j'allais dire que sa puissance rivalise avec celle de Vlad. Ben, en ce moment, elle la dépasserait. Là. Mais c'est un gars qui est très, très, très puissant. Puis, tu sais, quand je dis puissant, autant au bâton que son bras. Tu sais, on sait qu'il a un bon bras au troisième coussin au champ extérieur. Je suis persuadé que John Schneider, il a hâte de le revoir puis de se dire, OK, je peux l'inscrire pour de vrai sur une base régulière dans mon alignement. Bien, on le voit principalement maintenant qu'il est blessé, mais des joueurs qui ont fait la différence l'an passé, à la fin de la saison, puis en série, tu as nommé Barger, on pourrait nommer Ernie Clement également. Puis si les Jays n'ont pas fait tant de mouvements personnels que ça lors de la saison morte, c'est que justement, on comptait sur des joueurs comme Barger puis Clement pour faire partie de l'alignement régulier. Maintenant que Barger est blessé, qu'il est revenu, qu'il s'est reblessé, c'est là qu'on voit toute la valeur qu'il peut avoir pour cette équipe-là. Puis c'est un peu l'avenir de l'équipe qui est entre les mains de joueurs comme ça, considérant que Vladimir actuellement ne livre pas la marchandise. Oui, John Schneider a assurément très hâte de le voir revenir en santé parce que c'est un joueur qui peut faire une différence à chaque match. C'est un joueur d'énergie. C'est un joueur qui peut changer la game là, de présence en présence. Et c'est un joueur qui, défensivement parlant, est au-dessus de la moyenne. On l'a vu. Il s'est blessé sur un relais spectaculaire. Donc, il est capable de faire le travail en défensive également. C'est un joueur qui doit inévitablement se tenir loin des blessures parce qu'on peut sentir une certaine fragilité. Puis il commence à avoir des joueurs fragiles chez les Jays. On a vu Kirk, on a vu Varsho qui est régulièrement blessé. Heureusement que Vladimir n'est pas blessé si souvent que ça parce que ce serait catastrophique. Oui, tu as raison, Vlad, il n'est jamais blessé, en fait. Là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Écoute, il y a peut-être un moment que j'oublie dans les 5-6 dernières années où il est allé sur la liste des blessés, mais je ne pense pas. C'est un gars qui joue 155, 157, 158 matchs par année. Puis s'il n'en joue pas 162, c'est souvent que son gérant lui donne un congé là, ici et là, mettons, 2 mois ou quelque chose. Donc, non, un joueur assez durable à ce niveau-là, mais pour le reste, tu as raison.
Sébastien, on a une question ici sur les Blue Jays que je viens d'avoir, puis j'ai le goût de te la soumettre. Matt qui nous dit, en tout cas, si les Jays sont en recherche d'attaque, Teoscar Hernandez est disponible. Il frappe 9e dans l'alignement présentement. On en a déjà parlé du cas Hernandez. On sait qu'il est aimé à Toronto. Les Jays ont un surplus de voltigeurs, mais un bâton qui ferait la différence. Je ne pense pas que les Blue Jays sont nécessairement contre ça en ce moment. Est-ce que tu penses que Teoscar, c'est juste une mauvaise passe, ce qui se passe présentement du côté de Los Angeles, ou pour toi, c'est un joueur sur le déclin à qui il ne faut pas nécessairement toucher? Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Chez les Dodgers, on n'en a pas besoin de Teoscar. Fait que, quand ça va mal, on peut le placer au 9e rang, puis aucun problème. On a tellement de profondeur dans cette formation-là. Moi, le point intéressant que je vois avec ça, c'est le lien entre Teoscar et Vladimir. Est-ce que l'arrivée d'un Teoscar à Toronto changerait la donne pour Vladimir? Peut-être. C'est peut-être l'étincelle que Vladimir aurait besoin. On le sait par le passé, ces deux gars-là étaient très proches. On a probablement voulu les séparer parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins sérieux à ce moment-là, mais Vladimir a pris beaucoup de maturité depuis ce moment-là. Teoscar aussi. Teoscar est allé gagner avec les Dodgers. Donc, ce serait une situation complètement différente. Puis je pense que ça pourrait donner un regain de vie à Vladimir. Pascal, on a une question ici sur Eric Lauer, puis ça tombe bien parce que c'était un de nos sujets justement. Matt qui nous dit, semble-t-il que la guerre entre le gérant Schneider et Lauer aurait perdu sa cause par sa propre performance. Eric Lauer qui a été DFA, donc libéré par les Blue Jays, sorti de l'alignement de 40 joueurs du moins, après une performance vraiment horrible dans les derniers jours contre les Angels. Si la défaite lui est imputable. Là, les Blue Jays en ont eu assez, Pascal. On l'a entendu dire ces petits commentaires au camp d'entraînement par rapport à sa cause en arbitrage. Non, en fait, pas sa cause en arbitrage. On sait que ça l'a affecté, mais il a chialé sur son utilisation comme lanceur partant. Exactement, son rôle. Par la suite, durant la saison, on a dit qu'il n'aimait pas ça avoir un opener, donc il a chialé à ce niveau-là. On sentait beaucoup de frustration. John Schneider, qui back toujours ses gars, il ne l'a pas backé publiquement la fois où il avait chialé sur l'opener. Et là, on décide de le couper, malgré le fait, Pascal, et c'est ça mon point, qu'on n'a pas personne à court terme pour le remplacer. Là, pour le match de samedi, ça va être un bullpen day. Probablement que Spencer Miles va être utilisé pendant quelques manches, mais ça reste une journée où on va miser sur l'enclos du début à la fin. Évidemment, avec tous les blessés dans la rotation, on n'est pas en situation où il y avait un surplus, mais malgré tout, on dit au revoir à Lauer dans ces conditions-là. Ça en dit long sur ses performances, mais ça en dit long aussi sur le fait qu'on ne trouvait pas qu'il cadrait dans cette équipe. Ben, il est victime des circonstances, mais en même temps, possiblement qu'il ne s'est pas aidé. Je pense que le moment où on aurait eu le plus besoin de lui, puis c'est là qu'il aurait eu le plus à prouver sa valeur, c'est lors de son dernier départ, puis malheureusement, il l'a échappé. Tous les commentaires qu'il a passés, tu sais, moi, je me dis, je suis dans ses souliers, tu essaies de faire ta place dans la rotation, puis je sais que c'est difficile parce que tu es un peu le mal-aimé, tu n'es pas le favori, puis il faut que tu grindes pour faire ta place à chaque départ. Ben, fais-le avec humilité, puis prends ton rôle comme il est, puis fais tes preuves. Mais je pense qu'il voulait devancer là où il était rendu dans sa carrière. On avait deux questions à régler chez les Jays au niveau des lanceurs. On avait le rôle de Trevor Hoffman en relève et on avait le rôle d'Eric Lauer, à savoir, c'est-tu un partant, c'est-tu un releveur, c'est-tu notre 5e, c'est-tu notre 4e, peu importe, c'est-tu notre pompier qui va venir nous dépanner. Bien là, c'est plus rien de ça. Moi, je pense qu'il aurait été la réponse à bien des questions chez les Jays, mais c'est peut-être son attitude qui a fait plus mal que sa performance au monticule. De l'ensemble de ses commentaires, puis tu l'as nommé, John Schneider, d'habitude, il est toujours du côté de ses joueurs. Il va toujours backer ses joueurs, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il avait atteint son quota, puis il a dû se dire, au risque de sacrifier certaines victoires, un certain momentum, ben on fait le ménage, puis on s'en débarrasse. C'est triste, c'est une triste fin, parce que Lauer, tu sais, des gauchers, ça ne court pas les rues. Là. Puis de l'avoir, ben moi, je le considérais peut-être comme un couteau suisse, mais je ne pense pas que les Jays le voyaient comme ça. Sébastien, on en a parlé souvent l'an passé, c'est un lanceur qui a sauvé cette saison-là, qui est en première moitié de saison, entre autres, là, durant les mois de l'été. Sans lui, les Blue Jays n'étaient vraiment pas dans la même position, ne gagnent certainement pas cette division-là, donc peut-être que le parcours jusqu'à la Série mondiale n'existe pas. Ça peut changer vite dans le baseball majeur, on le vu avec lui.
Clairement, il sentait qu'on ne lui faisait pas confiance parce qu'à chaque occasion à chaque occasion qu'on avait, on ne lui démontrait pas cette confiance-là. Pour toi, c'est-tu un peu l'œuf ou la poule dans le sens où est-ce que c'est les mauvaises performances qui ont amené justement les Jays à bouger comme ça ou c'est le fait que les Jays ont bougé comme ça qui ont enlevé la confiance d'Eric Lauer? Tout ça, là. Mais tu sais, je pense que Eric Lauer doit se regarder dans le miroir. Oui, il aurait pu être un petit peu plus professionnel, puis peut-être garder ces conflits-là. C'était pas nécessairement un conflit ouvert, mais tu sais, cette situation-là à l'interne. Mais d'un autre côté, par contre, les Jays n'ont que à blâmer au point de vue des performances d'Eric Lauer cette saison. Cela remonte à l'an dernier. Présentement, là, cette année, Eric Lauer ne voulait plus lancer pour les Blue Jays, puis ça paraissait quand il se présentait sur la butte. Et ça remonte à justement au milieu de l'an dernier, alors que sans raison apparente, là, oui, il y avait le retour des blessés, mais ton meilleur lanceur dans cette saison-là se retrouve du jour au lendemain dans l'enclos de relève, sans explication. Arrange-toi avec ça, ton rôle change, puis on ne te dira pas pourquoi. Tu l'as mentionné, là, si Eric Lauer n'est pas là, les Jays probablement ne se rendent pas en série mondiale. Donc, tu sais, ça laisse des traces qui ont poursuivi jusqu'à cette année. Puis cette année encore, tu n'es pas capable, avec tous les blessés que tu as dans la rotation, de le confirmer comme lanceur partant dans cette rotation-là. Fait que, on a joué avec Eric Lauer, on s'est brûlé avec Eric Lauer, puis maintenant, on en paye le prix parce qu'on n'a pas de solution à l'interne. Messieurs, je pense que j'ai propulsé Jeff Hoffman au temple de la renommée en le débaptisant, en l'appelant Trevor. Là. Absolument. Je m'en excuse. Oui, absolument. J'ai remarqué moi aussi que tu as dit Trevor Hoffman parce que je me suis dit que si les Blue Jays avaient Trevor Hoffman... Il n'y en aurait pas de problème. Non, c'est ça. Je pense pas qu'on aurait de la difficulté à lui trouver un rôle présentement. Et si Jeff nous écoute, il devait être bien content. Ah, probablement. D'un Hoffman à un autre. Mais oui, probablement que ce ne serait pas le même problème là, chez les Blue Jays, mais je comprends ça. J'en fais quelques-uns des lapsus aussi en parlant. On en fait tous. Voilà. Jean-Michel qui rappelle que c'est avec la direction qu'il y avait un problème. Comme tu dis, Sébastien, c'est un joueur qui ne voulait plus porter l'uniforme des Blue Jays. L'arbitrage, ça fait toujours mal. Je le répète à chaque fois. C'est un procédé d'une autre époque. Là. Ouais. Dans une époque où on essaye de valoriser les joueurs, là, que ça ne marche plus là, de donner des coups de bâton, là, qu'on essaye vraiment d'y aller avec la carotte plus qu'autre chose. Là, tu arrives devant le gars, puis pour $1 million, ce qui n'est rien dans le baseball majeur, tu t'en vas lui dire mot pour mot là, tout ce qui fait de mal dans une saison. C'est complètement ridicule comme procédé. J'ai hâte qu'on change. Je ne peux pas dire que, tu sais, c'est un peu du wishful thinking. Là. Je ne peux pas dire que j'ai une meilleure solution présentement à proposer, mais je trouve ça ridicule que les joueurs doivent assister à ça présentement. Puis là, attendez-vous dans les prochains jours à ce que Rick Lauer se retrouve avec une autre formation du baseball majeur, puis qui performe, si on l'utilise de la bonne façon, qui performe comme en première moitié de l'année passée. Il ne faudrait juste pas que ce soit dans la division Est de l'américaine. Les Rays sont capables d'en faire quelque chose. Oh, oui. Les Rays sont capables de bien des choses. Oui. Surtout qu'ils sont déjà en tête. Là. Ils n'ont même pas besoin de rattraper. Non. Ils sont déjà en tête. Ils ont juste besoin de consolider ça. Donc, oui, ça serait intéressant. Mais c'est un peu le dilemme d'Eric Lauer, puis ça m'amène au commentaire de Richard ici. Il doit avoir une certaine valeur sur le marché des échanges. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de valeur, mais l'équipe qui va l'avoir va être en mesure quand même d'en profiter si elle l'utilise comme il faut. Puis la raison pourquoi je dis qu'il n'y a pas de valeur, c'est que Pascal, s'il a été DFA, là, ça n'a pas été la première chose que les Blue Jays ont fait. Là. Les Blue Jays, là, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé tout le monde à travers la ligue, puis il n'y a personne qui le voulait à ce prix-là. Donc, on a été obligé de le DFA. Puis si, mettons, on l'échange, c'est une chose. Si on finit par le libérer et qu'il signe au salaire minimum, ben, c'est les Blue Jays qui vont absorber le reste de l'argent. Mais en ce moment, sur les termes du contrat qu'il y a, pourquoi? C'est quand je pense que c'est environ 5 millions de dollars qu'il gagne. Un gars qui a une moyenne de 5, 6, 7 qui ne performe pas et qui gagne 5 millions de dollars, non, il n'y a pas de valeur sur le marché des échanges par la force des choses. Mais comme Sébastien dit, ça n'empêchera pas que s'il s'en va quelque part, à rabais, ben, il peut en donner vraiment plus pour leur argent à une équipe avec qui il s'alignerait. Ben, ça reste encore un projet. Hein? Ça reste encore un joueur sur qui tu peux baser certains projets puis avec lequel tu peux donner un certain rôle ou une certaine saveur à ta rotation. S'il est bien utilisé, évidemment, et s'il est heureux, parce que là, on s'en rend compte, tu l'as dit, Sébastien, il ne voulait plus lancer à Toronto, c'était quand même assez clair, là, de par ses propos. Puis, avant de DFA un joueur,
on l'offre, on essaie de monnayer, d'aller chercher le maximum de valeur qu'on peut. C'est sûr qu'il y a des coups de téléphone qui se sont donnés, mais possiblement que ça n'a pas répondu. On a une question, Pascal, que je peux te soumettre par rapport aux Blue Jays. Est-ce que les performances des Jays en Série mondiale sont le dos large pour justifier présentement ce qui se passe du côté de Toronto? Moi, je pense que le lendemain de veille, il est pas mal terminé. Là, Ouais. on est rendu à une autre étape qui dépasse le lendemain de veille, puis c'est de dire, est-ce qu'on a fait des bons choix? On peut s'en poser 56 000 questions actuellement dans la situation dans laquelle on est. Mais dites-vous qu'il n'y a pas juste les Jays là, qui tournent au ralenti. Il y a un paquet d'équipes dans l'américaine qui sont un peu dans la même situation. Donc, tous les directeurs généraux de ces équipes-là, tous les gérants de ces équipes-là doivent se poser les mêmes questions. Est-ce qu'à Toronto, actuellement, on a ce qu'il faut pour, au minimum, avoir une fiche gagnante? Je pense que la réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est capable de faire encore mieux une fois que tous les blessés seront de retour? Mais, tu sais, on le sait qu'au baseball, c'est une longue saison, que quand les blessés vont revenir, possiblement qu'il va y en avoir d'autres qui vont prendre leur place sur la liste des blessés. Puis, il y en a beaucoup des blessés dans le baseball majeur. Fait que la présence à la Série mondiale a le dos large, assurément. Les blessés ont le dos large, assurément. Puis, c'est difficile à expliquer ce qui se passe actuellement, puis c'est pas juste parce que Vladimir Guerrero va pas bien au bâton. Puis, si on prend juste la Série mondiale, là, les Dodgers, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils jouent au baseball jusqu'à la fin du mois d'octobre. Puis jusqu'aux dernières nouvelles, ça va assez bien cette saison. Là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a un lendemain de veille. C'est sûr que ça en fait partie jusqu'à un certain point. Mais c'est les performances sur le terrain qui font que les Jays ne sont pas où on les attendait. Sébastien, toujours chez les Blue Jays, si on parle justement de cette rotation-là, Max Scherzer n'est pas nécessairement proche imminent là, d'un retour au jeu. Il a subi encore là, des traitements. On va voir comment son bras va réagir dans les prochains jours. Shane Bieber n'est pas proche d'un retour. Cody Pond, sa saison est terminée. Et Berrios est allé voir un spécialiste, a passé une imagerie. Et on disait qu'on allait avoir des nouvelles aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc mercredi, ce qu'on apprend, c'est que les Blue Jays ne sont pas prêts à annoncer quelque chose. Ça, pas prêt à annoncer quelque chose, là, ça veut dire que le docteur n'a pas dit « Écoutez, M. Berrios, tout est correct, vous pouvez relancer demain matin. » On n'a jamais vu une organisation qui n'est pas prête à annoncer quelque chose le faire puis que ça soit positif par la suite. Ce n'est pas ça qui va arriver. Puis c'est pas une surprise non plus dans le cas de Berrios. Là. C'est de setback en setback là, depuis l'an dernier. Donc, il n'y a rien qui fonctionne point de vue santé dans son cas. Même s'il devait revenir au jeu cette saison, dans quel état il va revenir? Tantôt, tu parlais de Max Scherzer. Est-ce qu'on veut vraiment ramener Max Scherzer dans cette rotation-là? Je ne suis pas sûr. Fait que, autant on avait beaucoup de profondeur dans la rotation des Jays en début de saison, on se disait qu'est-ce qu'on va faire de tous ces lanceurs-là. Maintenant, on a un sérieux problème dans la rotation partante. Messieurs, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays de Toronto. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Pascal, je suis content de t'avoir au podcast parce que je voulais qu'on parle un peu de cette division complètement folle du baseball majeur. Est-ce que je vais dire l'Est de l'américaine? Ben non, pas du tout. On va parler de la centrale de la nationale à la surprise de pas mal tout le monde. Puis justement, Jean-Michel qui mentionne ici en début de podcast, Pascal doit être content, c'est Cardinals qui vont quand même mieux que ce qu'on anticipait. Ils jouent du bon baseball. Tu sais, si tu regardes présentement le classement, au moment où on se parle, les Cubs de Chicago qui ont vraiment l'air d'une puissance du baseball majeur. Moi, je les compare un peu aux Canadiens. Là. Ils ont eu une couple d'années de reconstruction. C'est un gros marché. Puis après ça, ils ont l'air partis pour la gloire. Ça a commencé l'an passé. Ça va encore mieux cette saison. Une fiche de 27-15. Tu as Milwaukee à 23-16. Milwaukee qui est toujours une bonne formation. Saint-Louis, grosse surprise, à 24-17. Les Pirates à 23-19. Et les Reds qui sont à 22-20. 22-20, on ferme la marche et on a perdu 8 de nos 10 derniers matchs à Cincinnati. Donc, ça va bien dans cette division-là. Paul Skeens qui a des victoires, ce qu'on n'avait jamais vu. Avant, il y avait des bonnes performances. Là, il y a des bonnes performances et des victoires. Mais écoute, Pascal, cette division-là est folle et les Cards, c'est la plus grande surprise.
Ben, c'est rafraîchissant parce qu'on l'a toujours considéré au fil des années comme une division faible, le maillon faible du baseball majeur. Maintenant, je pense qu'on vient de tourner un peu, on vient de tourner le cadran de bord. Puis, moi, mon explication, à part les Cubs, là, qui étaient à toute fin pratique les favoris dans cette division-là, les autres équipes, ils jouent pas mal sans pression actuellement. Puis je dis bien actuellement. Mais là, le jour où tu t'approches de la date limite des transactions, puis tu es encore dans la course, mais là, je me doute qu'à la date limite des transactions, il y en a une couple qui vont avoir pris le clos d'ici à ce temps-là. Mais n'empêche qu'actuellement, ils jouent sans pression, ces équipes-là. Tu sais, on parle des Cards. Les Cards, c'est quoi leur pression actuellement? Ils n'en ont pas. Pittsburgh, je ne pense pas qu'ils jouent avec une grosse pression non plus. Les Reds, c'est peut-être l'équipe la plus décevante, pas juste à cause de leur dernier rang, parce qu'ils jouent quand même en haut de 500, mais les Reds, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, puis elle n'est pas toute grande ouverte, là, mais n'empêche qu'eux ont peut-être une plus grande pression. Milwaukee, ils sont toujours là, puis Milwaukee, je pense que c'est eux qui s'imposent leur propre pression parce que la pression ne vient pas de l'extérieur. Fait que moi, c'est comme ça que j'explique le rendement de cette division-là actuellement, c'est que les équipes jouent sans pression. Maintenant, au fur et à mesure où on va avancer, on est quand même juste à la mi-mai. Au fur et à mesure où on va avancer dans la saison, bien là, il y a peut-être certaines équipes qui vont se dire « Ah, on est encore là. Là, il va falloir faire des transactions. Est-ce qu'on est prêt à faire des transactions? » Tu sais, les Cards de Saint-Louis, là, s'ils sont encore là à la date limite, eux qui sont en mode reconstruction, entre guillemets, ils vont faire quoi? Vont-tu être du côté des acheteurs? Vont-tu être du côté des vendeurs? En mars, à Saint-Louis, ça fait à peu près 5 ans qu'on se posait cette question-là à la date limite. Est-ce qu'on est acheteur? Est-ce qu'on est vendeur? Mais n'empêche que j'ai hâte de voir, rendu en juillet, en août, qu'est-ce qui va se passer dans cette division-là. Mais actuellement, c'est beau à voir. C'est qui les joueurs qui t'impressionnent le plus à Saint-Louis depuis le début de l'année? À qui t'attribues ce bon début de saison-là? Ben, à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Puis, tu sais, moi, je cible un joueur qui est un des bons prospects sur lesquels on voulait compter quand ça allait peut-être un petit peu moins bien, puis qui actuellement livre la marchandise, c'est Liberatory, le lanceur partant. Je l'avais recru de l'année, je pense, en 2022. Moi. Oui, puis il y a plusieurs experts qui le voyaient dans leur soupe également, mais il n'avait jamais livré la marchandise à venir jusqu'à présent. Actuellement, lui aussi, il lance en pression, puis il doit se dire « Ah, on est en reconstruction, je vais faire de mon mieux », mais actuellement, faire de son mieux, c'est très bien, c'est très, très bien. Fait que chez les Cards actuellement, lui m'impressionne beaucoup, mais le noyau sur lequel on construit m'impressionne également parce qu'on s'est débarrassé de certains gros noms, on s'est débarrassé de joueurs qui ne voulaient plus nécessairement être là. On s'est dit, écoute, on n'a pas grand-chose à perdre, puis en plus, on a renouvelé le contrat d'Oliver Marmol, ça, ce qui était quand même une surprise parce que ce n'était pas l'homme de Heimbloom quand il est arrivé. Puis on s'est dit, il aurait toutes les raisons du monde de le mettre à la porte puis d'embaucher quelqu'un d'autre. On lui a fait confiance. Actuellement, ça fonctionne. Puis c'est comme une lune de miel. Combien de temps ça va durer? Bien, ça, c'est une autre paire de manches. Il y a Jordan Walker aussi, qu'on attendait depuis 1902. Là, parle d'un autre gars qu'on aurait pu mettre recrue de l'année il y a 2-3 ans. Là. Oui, c'est ça. On l'attendait. Il n'y a rien qui se passait. Mais cette année, c'est extraordinaire. Là. Il y a un award, je pense, de 2,5. On est à la mi-mai. Donc, jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Ouais. Je te rejoins, Pascal, par contre. Ça va durer combien de temps, on ne le sait pas. Mais l'expérience que ces jeunes joueurs des Cards prennent en ce moment, ça ne s'achète pas. Donc, ça va payer plus tard. Puis si on est capable de se maintenir dans cette course-là le plus longtemps possible dans la campagne, mais ça va être encore plus payant. Puis si les Cards finissent dernier ou avant-dernier, ben, ils vont finir là où tout le monde les mettait. Mais pour le moment, c'est une belle histoire. Oui, s'il y a une équipe qui n'a pas de pression, c'est eux. Là. Les autres, il y en a un petit peu plus. Pas nécessairement beaucoup, mais il y en a un petit peu plus, à l'exception des Cubs. Mais eux, ils n'en ont vraiment pas. Là. On s'attendait à rien du tout des Cards. Absolument. Puis oui, les autres en ont plus, effectivement. Juste une équipe comme Pittsburgh, on ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent quand même la division, mais n'empêche qu'ils ont Paul Skeens actuellement. On veut gagner pendant que Paul Skeens est là. Puis on a quand même fait des ajouts. On est allé chercher Marcell Ozuna et ainsi de suite. Donc, on veut quand même prouver qu'on est capable de gagner. Est-ce qu'on va prouver qu'on est capable de gagner à moyen terme et à long terme? C'est une autre paire de manches. Mais encore là, Skeens qui décroche des victoires, ben, on ne s'attendait peut-être pas nécessairement à ça non plus.
Keynes, les gars qui a commencé sa saison avec une moyenne de 67,5 parce qu'il avait donné 5 points mérités en 2 tiers de manche contre les Mets. Moi, je me disais, ben écoute, rendu au mois de juillet, sa moyenne va avoir de l'allure. Non. 12 mai, moyenne en dessous de la barre des 2, Sébastien. Il est à 1,98. Il fait monter sa moyenne de carrière à 1,97. Tu sais, quand tu ne peux pas travailler. Là. Mais écoute, il y a une moyenne de 1 point, j'ai plus devant moi, 1,09, 1,19 si tu exclus son premier départ de la saison, évidemment. Là. Lui, il a pris les choses en main, puis lui, il s'est dit justement, regarde, on a ajouté des Marcell Osuna, puis on a ajouté des Brandon Lau, puis on m'a ajouté des pièces, pas des grosses signatures à la Kyle Schwarber, puis à la Shohei Ohtani, mais des pièces qui font du sens pour un marché comme Pittsburgh, puis qui font en sorte justement que, le propriétaire, il l'a fait pas pour les bonnes raisons, là, il l'a fait parce qu'il ne voulait pas avoir de grief par rapport au fait qu'il ne dépense pas beaucoup, mais peu importe les raisons, il l'a fait. Paul Skeens l'a pris du bon côté, puis en ce moment, il est en train de tirer cette équipe-là vers le haut. Fiche de 23-19, c'est exactement ce qu'on voulait du côté de Pittsburgh. Là, on ne s'attend pas à ce qu'il soit 27-15 comme les Cubs, mais d'avoir une fiche comme ça au-dessus de 500, de se battre, de rester dans le portrait des séries, c'est exactement ça que tu veux quand tu as Paul Skeens dans ton alignement. Oui, puis Skeens lui-même ne s'attendait pas à avoir des Alex Bregman, puis des Shohei Ohtani, puis des Kyle Schwarber dans sa formation. Tout ce qu'il demandait, c'est un petit peu de support pour quand il soit sur la butte, puis que ses coéquipiers dans la rotation sont sur la butte, bien, qu'on ait un support offensif qui nous permet de gagner des matchs. Puis on l'a fait du côté des Pirates. Puis là, la question qui se pose, c'est est-ce que Paul Skeens sait c'est quoi un but sur balle? Parce que, d'après moi, il ne sait pas. Il n'est pas capable d'en donner un. C'est incroyable le contrôle que ce lanceur-là a sur ses lancers. Ça en est dangereux. Pour ceux qui n'ont pas vu la statistique, son dernier but sur balle remonte au 13 avril. Ça fait 1 mois. Et ce n'est pas parce qu'il est blessé. Il a fait tous ses départs depuis ce temps-là. Donc, non, c'est franchement impressionnant. Là. Tu sais, Pascal, là, ce gars-là, il est construit en laboratoire, là, Paul Skeens. Écoute, c'est un cyborg, là. C'est à n'en pas douter. Puis, tu sais, s'il y a une comparaison à faire avec un lanceur qui lançait dans une autre génération, Greg Maddux, fait lancer Greg Maddux à 100 000 $. Puis tu as pas mal le même prototype. Maddox, il était capable de peinturer les coins comme il voulait. Il était capable de viser la mi-tête du receveur où il était. Ben, Skeens, c'est un peu ça, mais à 100 000 $. Par contre, donne les officiels du temps de Greg Maddux sans le système ABS. Là, ça serait peut-être une autre chose. Parce que, mettons que la zone de prise était un petit peu plus large qu'on la connaît aujourd'hui. Elle était plus relative, effectivement. Oui. Je l'accorde. Elle bougeait. Ah ouais, mais elle avait des roulettes. Oui, mais imaginez Paul Skeens avec le bénéfice du doute. Oui. Ça serait incroyable. À 100 000 $. À 100 000 $. Oui. À 100 000 $. Pascal, on le disait tantôt, là, il y en a qui en arrachent là, depuis le début. Tu sais, en fait, si tu regardes les vedettes, il y en a beaucoup qui en arrachent depuis le début de la saison. C'est juste quand j'ai fait mon article sur Guerrero, j'ai été prendre une capture d'écran des pires OPS depuis le début du mois de mai. OPS, évidemment, là, pour ceux qui sont moins au courant, c'est la moyenne de présence sur les sentiers plus la moyenne de puissance. Donc, grosso modo, es-tu puissant, est-ce que tu te rends sur les buts? Et ceux qui ont les pires parmi les joueurs qualifiés, c'est pas tous des pieds de céleri. Tu sais, tu as Josh Bell, tu as Gunnar Anderson, tu as Matt Chapman, tu as Carter Jensen, tu as Manny Machado, tu as Vlad, tu as Bo Bichette, tu as Corey Seager, Ryan O'Hearn, Trey Turner. Il y a des gros noms comme ça qui ont de la misère. Fernando Tatis Jr., il n'a pas de coup de circuit cette saison. Shohei Ohtani, il lance ce soir, mais il ne frappera pas ce soir et il ne frappera pas demain non plus parce qu'il y a de la difficulté au bâton. Tu as parlé de Cal Riley. Hier, il a obtenu 2 coups sûrs, mais il était sur une séquence de 0 en 38, tellement que pour essayer de la shaker, il a pris sa douche tout habillé en uniforme parce qu'il voulait chasser une malédiction. Et qui est dans une bonne séquence, Sébastien, Pascal, excuse-moi, et qui prend sa douche tout habillé? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de vedettes présentement qui ont de la difficulté dans le baseball majeur, c'est fou. Là. Ben pour Shohei Ohtani, ça nous prouve au moins qu'il est humain. Oui. Ça, déjà en partant, c'est quand même rassurant parce qu'on lui aussi, on avait peine à voir que c'était un humain. Mais pour les autres, effectivement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que c'est les lanceurs, justement, qui sont devenus trop dominants? Est-ce que le fait que la zone de prise maintenant peut être remise en question à tout moment, ça a un impact sur les frappeurs au point de les déstabiliser pour qu'ils en arrachent à ce point-là? Il y a beaucoup de questions à se poser, mais moi, je pense que
ce que les lanceurs font au monticule. Les 2-3 premiers lanceurs de chacune des rotations, les bons releveurs du baseball majeur dominent tellement actuellement que ça peut bien jouer dans la tête des frappeurs. Là. Assurément. C'est vrai que présentement, on a des lanceurs qui sont quand même en forme. Ça peut faire la différence. Sébastien, ceci étant dit, en parlant de lanceurs qui ont un bon début de saison, à New York, il y a une petite frousse aujourd'hui qui est arrivée avec Max Fried qui a mal au coude. Il a quitté son départ après 3 manches. Il s'en va passer une IRM. Ça, c'est jamais des mots que tu veux entendre pour un lanceur. Et il a beau dire, écoute, c'est quand tu as mal au coude et que tu as de la misère à te réchauffer, c'est un peu ça. J'espère faire mon prochain départ. Mais tous les lanceurs espèrent faire leur prochain départ. Là, moi, ça ne me rassure pas. Si je regarde ça et que je me dis, écoute, il va sûrement être là dans 5 jours. C'est pas ce que je me dis présentement. Peut-être que ça va arriver. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais il y a une bonne dose d'inquiétude. Puis je pense que tout le monde retient son souffle en ce moment à New York. Oui, exactement. On parle de soreness pour l'instant, là, mais ça peut très vite évoluer dans la mauvaise direction si on est du côté des Yankees, puis on a besoin de Max Fried. On l'a vu, oui, ça peut être un mal de coude, mais on l'a vu dans ses performances cet après-midi. Ça avait un impact direct sur ses lancers. Donc, peut-être que c'est pas seulement ça. Puis oui, on a un Garrett Cole qui s'en vient. Oui, on a un Carlos Rodon qui est de retour, mais cette rotation partante des Yankees a besoin de Max Fried qui a tenu le fort durant l'absence de Garrett Cole depuis l'an dernier. Est-ce que sa charge de travail a été un petit peu trop forte pour lui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est là qu'on en paie le prix du côté de Max Fried? Peut-être, mais on a besoin de Fried en santé. On peut se permettre, par contre, du côté des Yankees, dans la situation où on est, de ne pas prendre de risques avec Fried dans les prochains jours, semaines. Il faut qu'il revienne à 100% lors de son prochain départ. Donc, on a un petit peu de luxe du côté des Yankees, mais tôt ou tard, on va avoir besoin que Fried revienne à son plein potentiel. D'ailleurs, parlant des Yankees, je veux ton avis sur la situation Anthony Volpe, que les Yankees ont décidé d'envoyer dans les mineurs une fois son séjour de rééducation terminé. Et là, on en avait parlé justement, on se disait, il n'y a pas beaucoup de chemin pour lui pour revenir dans le baseball majeur parce que c'est vraiment pas mal juste un arrêt court, on ne le pratique pas à d'autres positions. S'il y a un blessé ailleurs, on rappelle peut-être quelqu'un d'autre, Lombard, etc. Et là, finalement, la situation idéale pour lui est arrivée, l'arrêt court qui se blesse, donc on l'a rappelé. Écoute, Aaron Boone qui dit qu'au retour de Caballero, ça va être lui qui va être le partant. Pour l'instant, je le crois. Ceci étant dit, on avait dit aussi que Volpe allait être le partant quand il allait revenir. Fait que c'est vraiment les performances qui vont dicter à New York. On sent une espèce de sentiment d'urgence présentement chez les Yankees. On le voit un petit peu avec certaines décisions comme celle d'envoyer Volpe dans les mineurs. Donc, s'il performe bien, il va compliquer la décision de ses patrons parce que c'est sûr qu'on va redonner une certaine chance à Caballero. Là, il y a tellement une belle saison. Mais si Volpe performe, on demande juste ça chez les Yankees que ce gars-là performe. Ben oui. Exactement. Je ne sais pas si c'est un sentiment d'urgence ou un sentiment vraiment de vouloir gagner. J'ai vraiment l'impression que chez les Yankees, cette année, là, on sent la pression de gagner. On veut finalement remporter notre premier championnat depuis 2009. Donc, les joueurs qui, par le passé, on garde des DJ LeMahieu, ils ne performaient pas, mais c'était un leader, puis ça faisait longtemps qu'il était là. Ça, c'est terminé à New York. Tu performes, tu restes avec le club, tu ne performes pas. On est désolé, mais on va se passer de tes services. Puis c'est le cas avec Volpe, ça va être le cas avec Caballero si Volpe fait le travail. C'est un petit peu la dernière chance, selon moi, pour Volpe à New York. Je pense qu'il pourrait avoir une autre chance ailleurs dans le baseball majeur. Mais si Anthony Volpe ne saisit pas cette chance-là, tantôt tu parlais de situation idéale. Pour moi, c'était la seule situation qui faisait qu'Anthony Volpe revenait dans les majeurs avec les Yankees. C'était une blessure de Caballero. Donc, il doit saisir cette chance-là. C'est vraiment une chance. Il n'y avait pas beaucoup de chances que ça arrive. Là, tous les éléments sont en place pour un retour de Volpe. S'il ne performe pas, je suis désolé, mais on ne le reverra jamais dans l'uniforme des Yankees. Mais Sébastien, qu'est-ce qui se passe avec le MVP de l'Américaine? Puis je ne parle pas d'Aaron Judge, je parle de Jazz. Ben oui, 50 circuits, 50 buts volés. Hein? On les attend-tu? On est loin un petit peu de l'objectif. Sur une saison, peut-être qu'il voulait faire ça sur 4 ans. Peut-être, ou pour le reste de sa carrière, je ne sais pas. Peut-être. Mais d'ici son entrée au Temple de la Renommée. Voilà. Parce que lui, il est déjà rentré, c'est juste qu'on ne peut pas l'annoncer. Sa plaque est déjà faite, sa plaque est dans le garage actuellement. Non, mais ce gars-là, s'il veut rentrer au Temple de la Renommée, il peut, mais il fait comme tout le monde puis il s'achète un billet. Là. Oui, exactement. On peut même l'inviter à venir avec nous autres en visite. Là. Avec plaisir. Mais ça revient à mon éternelle question de
pourquoi? Tu sais, quand tu ouvres ta bouche de cette façon-là, en quel sens ça va t'aider? Tu sais, comment ça peut tourner du côté positif le fait de dire que c'est toi le meilleur joueur, que ça va être toi le MVP, que tu vas faire 50 circuits, que tu vas voler 50 buts? On le savait tous que ça allait jamais arriver. Lui, probablement, il le sait, mais ça va t'avancer à quoi de dire ça, autre que te mettre de la pression, une pression supplémentaire. Il y a déjà assez de pression dans le Bronx, tu en rajoutes. Puis probablement que ses performances depuis le début de saison sont directement liées à ça. Il y a des bonnes chances quand même. Hein. C'est un drôle de personnage, Jazz. Jazz qui veut 350 millions de dollars, mais il ne joue pas comme ça présentement. Là. Bonne chance. Il va falloir qu'il joue pendant 50 ans, s'il veut faire ça. Je le vois comme un bon joueur d'équipe parce qu'en prenant la pression, il enlève la pression sur les épaules de ses coéquipiers. Pour moi, c'est la définition d'un bon joueur d'équipe. T'as raison. C'est pas d'Aaron Judge qu'on attend ça, c'est vraiment de Jazz. Exact. Jazz Chisholm est uniquement lié au succès de Ben Rice. Il a tout pris la pression, ça l'a fait éclore Ben Rice dans les majeurs avec les Yankees. Lui, il n'est pas en disette actuellement. Là. Non, le petit bol de riz, ça va assez bien. Là. Hey boy. Ouais. Mais ça, c'est une belle rivalité à l'interne, justement, tu sais, Judge et Rice, qui, eux, ils parlent, mais pas trop, puis ils performent, tu sais, quand ils disent, justement, je veux essayer de dépasser l'autre, puis ça, c'est la preuve ultime que, justement, une petite lutte à l'interne, Sébastien, ça fait jamais rien de mal à personne, quand dans les faits, tu sais, je veux dire, c'est pas grave si Rice ne frappe pas autant de circuits de Judge, là, on demande à personne sur la planète entière de frapper autant de circuits qu'Aaron Judge, mais que lui, justement, il soit capable de le faire et de rivaliser, c'est quand même le fun. Ça aussi, là, on parle d'histoire de développement. C'est une belle histoire de développement, là, Ben Rice. Oui. Qui peut challenger Aaron Judge? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas que ça va durer tout le long de la saison, mais quand même, ce que Rice a fait en début de campagne, c'est extraordinaire. Puis il frappe tellement la balle fort. Tous ses élans, c'est des gros contacts. Des fois, ça ne fonctionne pas, ça va se retrouver dans les mains, mais c'est des gros contacts. Donc, quand ça fonctionne, mais plus souvent qu'à son tour, ça va se retrouver de l'autre côté de la clôture. Puis c'est ça qui arrive depuis le début de la saison pour Rice. Pascal, on avait un sujet dans notre manche et on a une question justement qui a été posée à ce sujet-là. Il y a les Giants qui ont pris la décision d'échanger Patrick Bailey, qui est un receveur qui est à vocation très, très, très défensive, dans un alignement très, très, très défensif. En fait, non, c'est juste que c'est pas un alignement offensif. C'est ça, c'est parce que je le dis qu'il n'est pas offensif, donc j'ai dit défensif, mais non, c'est juste un alignement ordinaire en général. On décide de donner la place à son second qui a un potentiel offensif plus élevé en l'échangeant aux Guardians de Cleveland. Et les Guardians, de leur côté, on avait Bo Naylor qu'on a décidé d'envoyer dans le 3, ce qui a été une surprise malgré son début de saison difficile. Donc, Matt, à ce sujet, nous demande, est-ce moi où l'échange de Patrick Bailey favorise présentement les Giants? C'est un club qui manquait d'attaque et Patrick Bailey, il ne frappe pas. Tu l'échanges pour un suspect dans ton line-up et tu deviens plus fort. Comment tu évalues toute cette situation-là, autant du point de vue Cleveland que du point de vue San Francisco? Ben, c'est difficile à évaluer considérant que c'est Buster Posey qui était un des deux qui a fait le move, là, qui est un ancien receveur étoile. On dit que sa relation était difficile avec Patrick Bailey, apparemment. Oui, quand même, parce que pour te départir du supposément meilleur receveur défensif du baseball majeur, il faut que tu aies une bonne raison. Mais à San Francisco, tout échange risque de te favoriser parce qu'actuellement, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Non. Puis tout ce qu'on a fait au cours de la dernière année, de la dernière saison morte, ça ne rapporte absolument rien pour le moment. Puis là, ça va rendre des joueurs disponibles à la date limite des transactions. D'ailleurs, le fait qu'on échange Bailey aussi rapidement dans la saison, ça veut dire qu'on a pas mal mis la switch à off. Là. Puis c'est dommage parce que année après année, on pense toujours que les Giants peuvent causer une certaine surprise. C'est sûr que quand tu es dans la même division que les Dodgers et les Padres, c'est assez difficile de causer des surprises. Mais qui est gagnant de la transaction? Actuellement, je pense que le perdant de la transaction, c'est Bo Naylor, qui se retrouve dans le 3A. Bo Naylor qui avait quand même connu une classique mondiale intéressante. Pour le Canada. Moi, j'avais bien aimé sa prestation. Plus que celle de son frère, maintenant. Plus que celle de son frère, effectivement. Son frère qui a fait plus parler de lui par ses
par ses espadrilles que par autre chose. Là. Mais n'empêche que moi, j'avais bien aimé le travail de Beau Naylor, puis j'aimais le travail de Beau Naylor depuis le début de sa carrière derrière le map pour une équipe comme Cleveland. Maintenant, de se retrouver dans le 3A pour lui, bien évidemment, c'est une démotion. Mais est-ce que les Giants sont gagnants? Ben, je pense que pour eux, c'est difficile d'être perdant parce qu'ils n'ont absolument rien à perdre. Fait que oui, peut-être qu'ils sont gagnants actuellement, mais c'est tellement rare un receveur défensif du style de Patrick Bailey que ça devient quasiment une denrée rare. Tu sais, dans les années 80, dans les années 90, des receveurs défensifs, ben, tu en avais pas mal dans toutes les équipes. Mais là, d'avoir cette personnalité-là, cette façon de jouer-là, c'est sûr qu'il n'amènera rien en attaque aux Guardians, mais il va possiblement brasser la soupe. Puis, est-ce que c'est cet ingrédient-là qui manquait à Cleveland actuellement? C'est une bonne question. Moi, Sébastien, j'ai l'impression que c'est une transaction qui peut vraiment être gagnante-gagnante dans le sens où les Giants font de la place à un receveur qui a plus d'attaques. On va chercher un choix compensatoire. On va chercher Wilkerson, justement, un lanceur qui avait impressionné pour le Canada à la Classique mondiale, qui est encore dans les mineurs. Et de l'autre côté, les Guardians vont chercher énormément de profondeur à la position de receveur. Avait déjà un bon receveur défensif. Et là, tu ajoutes un Patrick Bailey. Tu sais, moi, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait pour une équipe qui mise beaucoup sur son personnel de lanceur, avoir 2 receveurs élites défensivement, ça t'assure qu'à peu près à n'importe quel moment, les lanceurs vont être pris en charge et des très bons lanceurs vont prendre une coche de plus. Fait que moi, à ce niveau-là, je trouve que c'est intéressant pour les 2 équipes, mais c'est vrai que ça peut quand même en dire long sur les intentions des Giants, là, de qui on est en train d'envoyer tout le monde sous d'autres cieux, là, à commencer par Rafael Devers. Oui, puis à l'inverse, si on dit que les Guardians se sont améliorés sur la butte parce qu'on ajoute un receveur défensif, du côté des Giants, on ne s'améliorera pas sur la butte là, en faisant cette acquisition-là. Puis je pense qu'on va s'en ressentir plus qu'on pense du côté des Giants. En retour, tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est des suspects. T'sais, on ne sait pas comment ça va virer de ce côté-là. Donc, si j'avais à me prononcer dès maintenant, je pense que l'avantage va du côté des Guardians. Peut-être qu'il y avait la relation justement avec Patrick Bailey, Buster Posey, mais ça m'amène aussi à une autre question. L'étoile de Buster Posey est-elle en train de pâlir? Tu as une mauvaise relation avec un de tes receveurs. L'embauche de ton gérant, ça mène absolument nulle part. Il y a plein de petites choses qui font qu'on s'attendait à beaucoup de Buster Posey à San Francisco, puis jusqu'à maintenant, il ne se passe pas grand-chose. J'ai lu aussi, Sébastien, tu me diras ce que tu en penses. Là, c'est encore très théorique, puis ça se peut qu'on ne se rende pas jusque-là, mais le fait d'aller chercher un choix compensatoire, ça augmente la valeur du bassin d'argent que les Giants vont pouvoir donner à leurs espoirs qu'ils vont repêcher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au baseball, il y a une valeur monétaire, la plus grosse étant le premier choix jusqu'au dernier, qui est attribuée à chaque choix. Et après, si tu veux donner plus à un espoir, mais moins à d'autres, ben, ça compense dans ton bassin. Et là, de ce qu'on raconte, c'est que Buster Posey aimerait, au 4e rang au total, essayer de repêcher, dis-moi si je me trompe en prononçant son nom, mais Rock Cholowski, qui est un joueur qui pourrait peut-être sortir au 1er rang, mais qui demanderait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Buster Posey espérerait que les équipes en haut ne veuillent pas lui donner autant et que lui, avec son 3 millions de dollars supplémentaires, puisse lui donner un boni encore plus élevé. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fait vraiment partie de la discussion. Si c'est ça, il joue aux échecs pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de jouer aux dames. Mais écoute, il y a comme beaucoup de couches à cette transaction-là. Je pense qu'on est en train de les développer un à un. Si c'est ça, puis que ça fonctionne, il va passer pour un génie. Ouais. Mais encore là, on n'est pas rendu là. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Exact. Et si ça fonctionne, ça demeure un jeune joueur dont on ne connaît pas son futur. Ça peut devenir une vedette du baseball majeur, mais on a donné un excellent receveur défensif qui améliorait notre corps de lanceur pour, jusqu'à maintenant, des suspects. Ça peut tourner totalement à l'opposé dans les prochaines années du côté de San Francisco, mais ça demeure un long processus. Là. Ça nous montre aussi que les Giants ne sont pas prêts de gagner, puis ils ne se dirigent pas dans cette direction-là pour très bientôt non plus.
Ben, moi, c'était mon point. Est-ce que ça veut dire que les Giants sont quasi en mode reconstruction parce qu'on risque de perdre ou d'échanger Logan Webb, on risque d'échanger Robbie Ray, on risque de faire un méchant ménage, là. Est-ce que ça va être le même ménage que les Twins ont fait l'an passé? J'en doute. Mais il peut se passer beaucoup de choses à San Francisco. Puis peut-être que Patrick Bailey, c'est la première pièce qui vient de tomber, là, puis le puzzle, il n'est pas prêt d'être assemblé. Puis si on se fie sur des choix repêchage en fonction de leur valeur, qu'au troisième échelon, tu vas aller chercher la perle, ben je vais paraphraser Sébastien, ça relève des petits génies, là. Puis, tu sais, Pascal, tu as raison, ça se peut qu'on se dirige vers un processus de reconstruction, mais ce qui complique la donne, c'est que, tu sais, Matt Chapman, avec son gros contrat, irais-tu chercher Matt Chapman à ce prix-là présentement? Irais-tu chercher William Adams à ce prix-là? Irais-tu chercher John Woolley à ce prix-là? Il s'est menotté. Ouais! Irais-tu chercher Raphaël Devers à ce prix-là? Tu sais, il y a comme beaucoup de gars qui ont des contrats qui sont pesants en ce moment que tu te dis, ben, il va falloir que tu manges de l'argent sur un moyen temps si tu veux que je considère ne serait-ce qu'une transaction. Là, en ce moment, là, Raphaël Devers est changé sans retenue salariale. Et on n'est pas l'an passé, il n'y a pas un monde où ça se fait. Là. Non, dans un monde de licorne peut-être. Puis est-ce que Buster Posey, de ce qu'il a fait à date, son portfolio, il n'est pas Jojo, là. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour procéder à une reconstruction? Eh boy, moi j'en doute, là. Mais n'empêche. C'est pour ça que le nom de Logan Webb fait surface, parce qu'on ne peut pas échanger personne d'autre que Logan Webb et Robbie Ray. Puis si tu échanges Logan Webb, tu ne peux pas te tromper. Puis là, je reviens sur ton point, Pascal. Est-ce que Buster Posey a le CV pour échanger Logan Webb? Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire, mais il n'y aura pas de marge de manœuvre. Ben, il y a d'autres DG qui vont l'attendre avec une brique et un fanal, en tout cas. Là. Ouais. Assurément. Tu ne peux pas te tromper. Puis, rappelez-vous, rappelle-toi, Pascal, il y a eu des commentaires, là, Logan Webb, là, comme quoi on dirait qu'il était jaloux un peu de ce qui se passait à Los Angeles, puis il lançait des petites derches à son équipe. Depuis la fin de la dernière saison. Ben, c'est ça, on se dit à ce moment-là, ça va être à surveiller, puis on dirait que là, ben, on le surveille. Hein? Puis Logan Webb qui semblait avoir beaucoup plus de plaisir à lancer pour l'équipe américaine qu'à lancer pour les Giants de San Francisco. Il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis c'est pas un gars qui est très souriant dans la vie, je pense. Mais là, il avait l'air d'avoir énormément de plaisir. Puis quand il est revenu au camp des Giants, ben, je pense que son air de bœuf traînait pas trop loin dans ses bagages. Hey, en parlant des Giants, Sébastien, ça va te faire plaisir, là, toi qui aimes tant cracher sur les gérants. J'ai une belle réputation. Non, mais je me reprends. Là. Déverser ton fiel quand c'est mérité. Là. C'est ça. Oui, OK, d'accord. Puis là, c'est mérité. Tu as vu Tony Vitello, il y a une couple de jours qui a appelé dans l'enclos pour envoyer un releveur dans le match, puis ben, les releveurs, ils ne savaient pas qu'il fallait que quelqu'un soit prêt. Mais tu sais, quand on se disait, là, jusqu'à quand il va arriver quelque chose avec Tony Vitello, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais c'est ça, c'est là, puis c'est arrivé. Puis, est-ce qu'on est vraiment... calmé, dans les dernières semaines, mais là, on dirait que ça... Ben oui, mais chasser le naturel, il reviendra au galop. On le savait que ça allait arriver. Puis c'est arrivé là, puis ça va continuer d'arriver. Attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres événements de la sorte dans les prochaines semaines. Puis ça me ramène encore à Buster Posey. C'était un de mes joueurs préférés quand il était sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour être un dirigeant dans le baseball majeur? Je ne le sais pas. Cette décision-là de l'embauche de Tony Vitello jusqu'à maintenant, c'est un accident de char, puis je ne vois pas comment la situation peut se redresser. C'est dommage parce que c'est, tu sais, autant qu'on dit, mettons, que c'est le fun quand les Red Sox et les Yankees sont bons en même temps, comme ça avait été le cas l'an passé, s'affronter en série. C'est le fun quand les Giants, Pascal, et les Dodgers sont bons en même temps. Puis autant que la rivalité est probablement plus le fun Dodgers-Padres en ce moment parce que les Padres sont plus arrogants, sont plus dynamiques, sont plus divertissants, sont plus amusants. Mais un bon vieux Giants-Dodgers qui se passe, là, ça met du piquant dans un baseball majeur. Ben, je pense que c'est la rivalité la plus naturelle de cette division-là. Pendant que les Giants et les Dodgers bataillaient année après année, ben, les Padres étaient plus dans le fond du classement qu'autre chose. Mais n'empêche que les Padres ont gagné beaucoup de galons depuis. Ils se sont mis à moins dépenser. Là, changement de propriétaire oblige. Puis je pense qu'il y avait une bonne vibe à San Diego. Les années qu'on a affronté les Dodgers en série et que le stade était
était fou. C'était quand même intéressant. Les Giants, on a tellement placé d'attentes en eux année après année, puis on se disait, à un moment donné, ils vont arriver au niveau des Dodgers. On s'est dit peut-être ça pendant 2 heures. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Puis là, on est totalement parti en sens inverse. Les Dodgers vont continuer d'être les Dodgers, puis les Giants, malheureusement, vont continuer d'être les Giants. Tu sais, les Giants ont déménagé à San Francisco juste pour l'amour de la rivalité avec les Dodgers. Là. Je veux dire, c'est une rivalité plus que naturelle. C'est viscéral, là. Ben ouais, complètement. C'est une des plus vieilles rivalités du sport. Ouais. Sébastien, je veux qu'on glisse un mot sur le Québécois Eric Sarantola qui a été rappelé par les Royals de Kansas City. C'est pas nécessairement toujours facile pour les Québécois. Dans le baseball majeur, on a vu Charles Leblanc là, qui est en train de s'éloigner du baseball majeur. Abraham Taureau qui n'a pas encore été rappelé par les Royals. Il y en a moins nécessairement qu'il y en avait. Il y a Otto Lopez qui va super bien. Il y a Julien qui fait sa place au Colorado, mais il y en avait quand même juste 2 sur 4. Là, de rajouter un Québécois comme ça sur le monticule en plus, on dirait que historiquement, on est habitué que nos Québécois soient plus sur le monticule que des joueurs de position. C'est le fun de voir justement ce rappel-là là, du côté de Casey. Oui, puis ça faisait un bout là, que nos Québécois étaient plus sur la butte dans le baseball majeur. Là. Ouais. Donc, on avait perdu un petit peu cette habitude-là. Avec Russell Martin, on dirait que ça a comme changé la direction de plus de joueurs de position que de lanceurs. Oui, exactement. Donc là, est-ce que la tendance va retourner dans ce sens-là? On ne le sait pas, mais c'est le fun de voir un Québécois qui perce finalement dans le baseball majeur. Un choix de 5e ronde. Si vous le regardez à l'œuvre, attendez-vous à des sliders, des balles glissantes, des sliders, puis des balles glissantes. C'est à peu près le répertoire. Donc, c'est intéressant de le voir à l'œuvre, puis c'est le fun. On ajoute un Québécois, on ajoute quelqu'un qu'on peut suivre attentivement. C'est toujours ça avec les Québécois. Combien de temps vont rester dans le baseball majeur? Ça va être ça à surveiller dans les prochaines semaines, mais quand même, de voir qu'on en ajoute un, c'est un autre point positif pour le baseball au Québec qui est en effervescence. Messieurs, on a quelques petites questions qui sont en attente, donc je propose d'aller à la période de questions. Pascal, on a une question ici par rapport aux Rays et aux Yankees. Selon vous, lequel des joueurs est le plus important? Le joueur rapide au premier rang ou le grand frappeur? Regardez les Rays versus les Yankees ou les autres grosses équipes qui frappent la balle loin. Le débat philosophique un peu est intéressant, Pascal, parce que les Rays, c'est une équipe qui fait... on fait les choses différemment du côté de Tampa. On n'a pas le choix. On ne peut pas se battre à armes égales au niveau monétaire avec les Yankees et avec toutes ces grosses formations-là. Mais on arrive toujours, ça a été plus difficile les 2 dernières années, mais on arrive toujours depuis 10 ans, grosso modo, à trouver une solution, à se renouveler, à sortir un lanceur de n'importe où puis en faire un gars qui a une moyenne de 2,5 pendant 70 manches dans une saison. Et là, encore une fois, on arrive à se renouveler, à trouver des solutions. On trouve Junior Caminero qui a frappé 45 circuits l'an passé, mais on a cette identité-là de joueurs qui ne sont pas nécessairement les plus puissants, mais qui se rendent beaucoup sur les sentiers, qui sont opportunistes, puis ça fonctionne du côté de Tampa. Mais moi, l'être humain qui me fait le plus triper dans cette équipe-là, il ne court pas, il ne frappe pas, il ne lance pas, mais il s'appelle Kevin Cash. Il est... on en a parlé quand les Rays sont allés en Série mondiale, on en a parlé beaucoup, ses décisions de retirer ses lanceurs rapidement. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le baseball majeur. Est-ce que Kevin Cash a influencé tous les autres gérants du baseball majeur au point où ils retirent tous rapidement leurs lanceurs partants? Oui, il y a eu des exceptions cette année à la Sandy Alcantara et ainsi de suite, mais n'empêche que oui, les lanceurs lancent plus fort. Oui, les lanceurs, on doit protéger leurs bras pour leur carrière et ainsi de suite. Mais n'empêche que la façon dont Kevin Cash dirige un match, ben c'est là que ça se passe beaucoup. Puis moi, je vais le redire, on le dit souvent, puis on le dit nous trois, mais le small ball, il n'y en a plus assez dans le baseball majeur. Puis les Rays, tout comme les Brewers, tout comme certaines autres équipes, les Guardians, sont passés maîtres dans l'art de jouer de la small ball. Puis on dirait que depuis quelques années, on n'en a que pour les équipes puissantes. Ben là, les Rays sont au premier rang. Qu'on se tienne pour dire, ils sont capables de gagner des matchs. Ils sont revenus en selle. Est-ce qu'ils vont conserver le même rythme jusqu'à la fin?
Ça reste à voir. Mais on est capable encore en 2026 de gagner des matchs de baseball en courant, en frappant avec intelligence et en n'essayant pas de défoncer la clôture à chaque présence. Sébastien, on a une question de Matt ici. Qui aurait eu le plus raison, les Mets dans la cave, comme Charles avait dit, ou Sébastien avec le gérant de San Francisco? Tu avais aussi dit vraiment que les Mets allaient finir dans la cave, ceci étant dit. Moi, je ne les avais pas mis en série, ouais. Non, c'est ça. Moi non plus, je ne les avais pas mis en série. Je ne les avais pas mis nécessairement dans la cave non plus. Moi, ce que je retiens, c'est les 3 mots cave comme Charles. Je trouve ça intéressant. Mais on peut isoler ça. Moi, je pense que prendre ça hors contexte, moi, ça me va. Oui, complètement. Mais tu sais, je pense que les deux, il faut se donner le crédit pour les Mets, mais non, les deux sont intéressants. Si on vient de parler justement de Vitello, donc parlons peut-être un petit peu plus des Mets, mais drôle de formation. Hein? Mais c'est quoi dire de différent? En passant, j'avais mis les Mets en série, donc c'est moi le cave. Là. Ah, c'est ça. Non, on n'irait jamais jusque-là. Non. Charles peut-être, mais pas toi, Pascal. C'est ça, jamais, c'est ça. Mais non, mais est-ce que c'est surprenant ce que les Mets vivent en ce moment? Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On a un avant-champ qui est tout croche parce qu'il n'y a personne qui a joué à sa position ou presque dans sa carrière. On n'a pas adressé nos lacunes dans la rotation. On n'a pas de leader. On le savait que ça allait virer comme ça, puis c'est ça qui arrive. Puis on dirait que dans le Queens, on arrive un petit peu de nulle part, puis on ne comprend pas ce qui se passe. C'était annoncé là, que les Mets, ça allait pas bien aller cette année. On a un bon lanceur de relève, par contre. Oui, c'est extraordinaire. Devin Williams, quel homme. Un gars qui avait fait ses preuves à New York. Oui, oui, et voilà. Né pour le marché de New York. Oui. Il était né pour le marché, puis en plus, on l'a bâti pour ce marché-là. Absolument. Mais c'est incroyable de voir la surprise des partisans des Mets et de l'organisation également par rapport à ce qui se passe en ce moment. Puis si on fait la comparaison un petit peu avec Vitello, les Giants, Vitello a encore une chance de se racheter. Les Mets pour cette année, c'est terminé. Est-ce que Bo Bichette va être échangé? Bonne question. Hein? Si je suis du côté des Mets, on le sait qu'il ne retournera pas à New York. Donc, il faut que tu profites de sa valeur sur le marché. Mais les Mets font tellement les choses à l'envers que je ne serais pas surpris qu'il demeure pour le reste de la saison avec les Mets. Moi, je me pose une question. C'est qui le véritable maillon faible? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est Stearns? Est-ce que c'est Mendoza? Est-ce que c'est les 3? Est-ce que c'est 2 sur 3? Tu sais, Mendoza, moi, je me dis, tu gères avec ce que tu as. Voilà. Puis tu ne peux pas faire de miracle. Non. Donc, moi, je l'élimine du maillon faible. Maintenant, trouvons le maillon faible dans les 2 autres. Parce qu'on amène Terry Francona avec les Mets, puis peut-être que ça irait un peu mieux, mais ça irait pas beaucoup mieux. Je pense pas qu'il jouerait pour plus que 500, même avec Terry Francona. Et on peut pas faire de miracle. Là. Non. Moi, je pense quand même qu'un gérant d'expérience genre un Dusty Baker, ça ferait la différence à un certain point, mais pas de là à tout changer. Là, j'ai du respect pour ce que Carlos Mendoza fait, mais il est dans une situation difficile. Pour répondre à ta question, Pascal, écoute, en ce moment, par la force des choses, Steve Cohen, peut-être qu'il impose une direction différente. J'ai l'impression que Cohen et Stearns travaillent comme ça. Donc, je vais les nommer les deux par la force des choses. Si j'ai un coupable à nommer, ce serait Stearns, que je trouve qu'il est un excellent dirigeant qui a fait beaucoup avec peu à Milwaukee, mais on dirait qu'il y a de la difficulté à s'adapter au gros marché de New York présentement. On dirait qu'on ne cible pas exactement trop bien les besoins de cette formation-là. Donc, je vais te nommer Stearns, mais laissons pas Cohen s'en tirer si facilement. Ben, tu sais, Stearns, il a les 2 mains sur le volant, mais c'est Cohen qui appuie sur l'accélérateur. Puis on dirait que les deux, comme tu le dis, ne vont pas dans la même direction. Fait qu'à un moment donné, ça fait un accident. Ouais, mais c'est ça qui arrive, c'est qu'il y en a un qui pèse sur l'accélérateur, l'autre pèse sur le frein. Tu sais, David Stearns ne veut pas dépenser, puis je serais très surpris que Steve Cohen retienne David Stearns de dépenser. Mais je pense qu'il lui donne le chemin libre, mais Stearns ne veut pas aller dans cette direction-là. Puis là, quand vient le temps d'une situation qu'on a perdu Kyle Tucker, bien là, Steve Cohen met de la pression sur Stearns, trouve-moi quelque chose. On est en panique, on va chercher Bo Bichette, puis on le paye trop cher. Mais tu es élevé dans un monde où tu ne dépenses pas, qui s'appelle Milwaukee. Tu arrives à New York, puis tu es dans le magasin de bonbons.
Oui. mais tu ne veux pas te mettre les mains dedans. Donc, est-ce que ça revient à Steve Cohen de son embauche de David Stern? Est-ce que c'est ça le problème? Peut-être. Finalement, Cohen devrait aller chercher Buster Posey, puis il n'y en aurait plus de problème. Mais là, Buster Posey irait chercher Tony Vitello. Et Tony Vitello, dans le vestiaire des Mets, je vous garantis que ce n'est pas une bonne idée. C'est la Troisième Guerre mondiale qui éclate, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Moi, j'en ai un scénario catastrophe pour vous, les gars, OK? Les Phillies, là, ça va bien, mais mettons, les Phillies s'écroulent, on congédie Dave Dombrowski, puis là, Cohen, il se dit, moi, je vais aller en chercher un qui est agressif comme moi. Il s'en va chercher Dave Dombrowski, qui convainc à son tour Alex Cora de débarquer à New York. Là, écoute, là, je pense qu'on parlerait juste des Mets. Oui. Je pensais que... Oui, vas-y, Pascal. Je pensais que tu allais dire, et Dombrowski va chercher Harper pour l'amener chez les Mets en disant, écoute, c'est sûr qu'à New York, tu vas être meilleur qu'à Philadelphie. Excuse-moi, Sébastien. Non, j'allais juste dire que ça change totalement le visage de cette organisation-là, si c'est ton scénario catastrophe qui arrive. Là. Mais ça va prendre un électrochoc. Peut-être pas jusque-là, à ce niveau-là, mais ça va prendre quelque chose certainement du côté des Mets. Mais c'est pas plus rose qui se passe à Philadelphie actuellement. Là. Je veux dire, oui, on a collé des victoires. Là. Oui, on est revenu à un certain seuil de respectabilité, mais n'empêche qu'on a encore du chemin à faire. Là. Oui. On a mal parti, mettons. C'est un noyau qui est vieillissant quand même. Il va falloir faire attention. C'est beau d'amener Justin Crawford, là, mais il ne changera pas tout à lui tout seul. On parlait d'une fenêtre qui était devenue une porte patio. Ben là, c'est redevenu une fenêtre. Oui. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu moins inquiétant dans le sens que je pense qu'on va faire les mouvements de personnel qui sont nécessaires pour gagner très rapidement. Puis je ne pense pas qu'on ait de problème à ce qu'on entend au sein de l'organisation jusqu'à maintenant, peut-être à part le petit conflit entre Harper et Dombrowski, mais ça semble quand même bien aller de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est un petit peu moins inquiétant que ce qui se passe à New York. Messieurs, tantôt, on parlait d'Albert Pujols. Donc, Matt nous a lancé là-dessus. Je te relance, Pascal. On savait qu'Albert Pujols avait déjà dit qu'il avait refusé plus d'argent à Miami pour signer avec les Angels. Ça, c'était su. Là, ce qu'on a appris de nouveau hier, c'est que c'est pas juste plus d'argent, c'est vraiment plus d'argent. Il a signé pour 2,40, 2,54 dans ces eaux-là. Et les Marlins lui avaient offert 315 millions de dollars. À l'époque, on est à l'entre-saison 2011-2012. Pascal, tu le sais comme moi que Pujols était au sommet de son art. C'était le frappeur le plus dangereux du baseball et de loin. Il n'y avait pas encore à ce moment-là dans le baseball majeur de contrat de plus de 300 millions de dollars. Il a refusé ça parce que visiblement, il avait mieux ses chances de gagner à Anaheim. Anaheim a fait les séries une fois avec lui. Les Marlins, durant la même séquence, non, ils les ont fait en 2020. Mais sinon, on n'a pas fait les séries entre le moment où il est arrivé et le moment où il a quitté la ville d'Anaheim. Ceci étant dit, le seul avantage, Pascal, c'est qu'il aurait sûrement été échangé à une bonne formation s'il avait signé avec les Marlins, parce que les Marlins n'auraient pas continué de le payer au niveau où les Angels l'ont fait. Mais écoute, dans tous les cas, s'il avait été à Miami, s'il avait été à Anaheim, ça n'aurait pas changé grand-chose de son reste de carrière, dans le sens où il aurait été avec une mauvaise équipe. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, entre Anaheim et Miami, tu n'avais quand même pas une grosse différence. Lui, il a gagé sur ses chances d'Anaheim d'avoir un meilleur moment. Mais ça prouve une chose, c'est que c'est le joueur à l'époque qui pouvait se permettre de choisir son équipe. Là. Puis, il a laissé de l'argent sur la table. Aujourd'hui, est-ce qu'on verrait la même chose d'un joueur qui est l'équivalent d'Albert Pujols de laisser de l'argent sur la table? Peut-être. Je pense que Aaron Judge, c'est ce que j'avais en tête. Aaron Judge est peut-être le pendant d'Albert Pujols pour deux époques différentes. Puis, il serait devenu Albert Pujols assurément le joueur de loin le mieux payé du baseball majeur. Mais il a décidé que non, que lui, Miami, ça ne lui plaisait pas puis qu'il préférait la Californie. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Ben, il a quand même connu la carrière qu'il a connue, mais n'empêche qu'il n'a pas réussi à mener son équipe à bon port, mais il n'aurait pas plus réussi à Miami. Mais comme tu le dis, Miami l'aurait possiblement échangé à une autre formation pour peut-être gagner beaucoup plus. Pas d'argent, mais connaître plus de succès. Mais je ne sais pas s'il aurait connu moins de succès dans le sens que oui, il aurait été échangé par les Marlins, mais j'ai comme l'impression que cet hiver-là, les Marlins avaient dépensé quand même beaucoup. Donc,
j'ai l'impression que les Marlins auraient essayé de gagner rapidement avec Pujols. De bien l'entourer. De bien l'entourer, essayer de gagner en dedans de quelques années, puis ensuite échanger ces pièces-là. Donc, est-ce que ce serait survenu? On ne le saura jamais. Mais ça ne s'est pas bien passé non plus chez les Angels. Là. Une participation en série, un balayage. Donc, peut-être qu'à court terme, il aurait pu avoir une meilleure chance de se rendre plus loin en série, peut-être même en série mondiale. Moi, tu sais, comme tu dis, c'est très hypothétique. Moi, je pense que le mot-clé dans ce que tu as dit, c'est essayer. Là. Ils ont essayé longtemps, les Marlins, ça n'a pas souvent fonctionné. Fait que c'est dur à dire, mais c'est vrai que peut-être qu'il y aurait. Mais en même temps, on dit ça, puis les Angels, à un certain point, il y avait Pujols, Ohtani et Trout dans la même équipe, puis ils ne passaient pas proche des séries. Je sais que Pujols n'était plus dans son prime, mais. Il n'y avait rien sur le monticule. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense que la seule chose que ça aurait changé, c'est minime là, parce que c'est une série par année, là, c'est qu'il aurait beaucoup plus rapidement effectué un retour à Saint-Louis dans l'uniforme d'une autre équipe et là, il aurait probablement été hué. En 2012, il revient, il est probablement hué. Là, il n'est pas revenu avant 2019, ça faisait 4 ans qu'il était plus bon. Là, il a été applaudi parce que les Cards se sont dit « OK, on s'en est sorti. On a eu ses bonnes années, puis on laisse une autre équipe lui donner le magot alors qu'il n'avance plus. Puis on est allé le rechercher à rabais en fin de carrière en plus. Mais sinon, j'aurais été curieux, Pascal, de voir justement un gars comme lui, Pujols, qui revient genre en mai 2012 là, à Saint-Louis. Là. Alors qu'il était encore une menace. Ben oui. Alors qu'il était capable de battre les Cards à lui seul. Oui, il aurait été hué. Puis, tu sais, ça aurait été très difficile pour les partisans des Cards d'huer Albert Pujols, mais je pense qu'il y en a une couple qui se serait laissé aller. Puis, ça n'aurait pas été nécessairement une belle histoire, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Puis, les partisans des Cards l'ont vu réapparaître au moment où il devait réapparaître. Puis, quand il a joué pour une autre équipe, ben, tu sais, Anaheim ne se sont pas pointés à Saint-Louis si souvent que ça non plus. Non, parce qu'il jouait aux 3 ans, puis il était toujours à l'étranger. En 2013, c'était à l'étranger, puis en 2016 aussi. Il est arrivé en 2019. Il n'a jamais été hué à Saint-Louis. Je ne te dis pas par une ou deux personnes, mais il n'a jamais été hué à Saint-Louis parce que quand il est revenu, il n'était vraiment plus dans son prime. Puis les gens, ils se sont juste rappelés des souvenirs plus que les bons souvenirs, beaucoup plus que il nous a abandonnés puis il est parti. Exact. On a une question ici, juste le temps de la retrouver. Pascal, je vais te la poser. Est-ce que le move de Kyle Tucker d'aller avec les Dodgers, c'est un move de petit joueur? Pourquoi il n'a pas voulu faire son propre nom ailleurs dans la MLB? Quelle est ton opinion sur le sujet? Tu sais, moi, j'aimais certaines réserves sur Kyle Tucker concernant ce qu'il est capable d'apporter à une équipe. Oui, à Houston, il était dans un environnement favorable parce qu'il était bien entouré. Il est arrivé à Chicago. Les joueurs qui devaient l'entourer n'étaient peut-être pas encore prêts ou n'étaient peut-être pas dans le mood de l'entourer à ce moment-là. Il n'a pas fait la différence chez les Cubs. C'est facile d'aller à Los Angeles. C'est facile de choisir les Dodgers. Les Dodgers l'ont choisi également, mais moi, j'aimais encore des réserves sur ce que ce gars-là peut faire, ce que ce gars-là peut apporter pour une équipe du baseball majeur. Oui, il est bourré de talent. Oui, il est capable de coller des belles statistiques, mais est-ce qu'il est capable de faire gagner une équipe? Je ne le sais pas. Et est-ce que c'est un move de petit joueur? Ben, peut-être. Moi, j'ai de la difficulté à blâmer un gars qui se fait offrir 60 millions par année pour aller jouer dans une dynastie sous le chaud soleil de la Californie. Ben, tu ne peux pas le blâmer pour ça. Ben non, c'est ça. Mais je te rejoins dans le sens où est-ce que c'est le joueur que ses plus grands admirateurs placent? Tu sais, ça, je ne sais pas. Je pense pas qu'il est aussi bon que ses plus grands fans le pensent. Je pense pas qu'il est aussi pourri que ses plus grands détracteurs le disent. Mais je ne blâmerai certainement pas un gars, tu sais, comme Edwin Diaz, là, tu choisis de quitter les Mets pour aller avec les Dodgers. Tu es le releveur le mieux payé de l'histoire en salaire annuel, puis tu t'en vas jouer pour les Dodgers. Je ne blâmerai pas un gars de rejoindre cette organisation-là, Sébastien. Mais après, tu sais, la question, c'est est-ce que les Dodgers, qu'ils payent 60 par année, puis qu'ils payent probablement en double à cause de la taxe de luxe, il vaut-tu 115 par année? La réponse, c'est non. Ben ça, c'est leur problème. Ben, c'est ça. Mais pour revenir à la question de Matt, si je ne me trompe pas, à la fin, c'était faire son nom ailleurs. Je ne pense pas que Kyle Tucker veuille faire son nom ailleurs. C'est le genre de joueur qui, c'est pas nécessairement lui qui va se mettre en avant, a besoin d'être entouré. Puis à quel endroit tu es le mieux entouré dans le baseball majeur? C'est chez les Dodgers. Puis ça t'en prend des joueurs comme ça, que c'est pas nécessairement des leaders, mais que sur le terrain, ils vont performer si justement ils sont bien entourés. Tu sais, on ne peut pas reprocher grand-chose à Kyle Tucker, sauf peut-être un épisode l'an dernier où on questionnait son effort, mais quand même, au niveau
niveau des performances, quand il était avec les Astros, il était bien entouré, puis il faisait un travail extraordinaire. Donc, si ta formation, tu crois qu'elle est assez solide pour accueillir un Kyle Tucker qui va se greffer, qui va ajouter de la profondeur, bien, c'est un plus, là. Tu sais, oui, tu vas le payer trop cher dans le cas des Dodgers, mais ça, c'est leur problème, puis ils sont capables de vivre avec ça. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un move de petit joueur. Puis le fait que les Astros soient sur la pente descendante actuellement, ce n'est pas dû au départ de Kyle Tucker. C'est un concours de circonstances où tous les joueurs commencent à vieillir en même temps. Puis, un peu comme les Phillies, le noyau est très vieillissant. Mais là, actuellement, les Phillies ont plus de talent que les Astros en simultané. Par contre, Tucker quitte les Cubs, puis les Cubs sont au premier rang cette année. Ça, est-ce que c'est un concours de circonstances? Possiblement pas. C'est pas lié au fait que Tucker soit parti. Si Tucker était avec les Cubs actuellement, est-ce qu'il y aurait la même fiche? Est-ce qu'il y aurait la même philosophie? On fonctionne avec des si. Mais tu as l'effet Alex Bregman aussi. Aussi. Oui, tu as le départ de Tucker, mais tu as l'arrivée de Bregman. Fait que c'est dur d'évaluer tout ça. Là. Non, parce que si les Cubs gardaient Tucker et ajoutaient Bregman, je suis convaincu qu'on serait dans une situation assez avantageuse encore une fois. Là. Absolument. Les Cubs, on l'a dit tantôt, là, c'est une belle équipe, ça va bien. On parle d'aller chercher tous les gros lanceurs du marché présentement des transactions sont liés aux Cubs. C'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qui veut aller loin. Puis Alex Bregman fait partie de cette culture-là. Là. On l'a posé la semaine passée, Sébastien, la question. Je te la repose cette semaine. Puis sais-tu quoi? Probablement que dans 2 semaines, je vais te la reposer. Parce que les Red Sox s'ennuient d'Alex Bregman présentement, puis de son leadership, puis de sa présence autour des jeunes. Moi, je le répète, je pense que Bregman, c'est un contrat qui a le potentiel de mal vieillir, mais on s'en fout. Là. En ce moment, ça va bien, puis il fait vraiment toute la différence. De remplacer cette production-là de Tucker par Bregman, c'est une chose, mais tu l'as dit, niveau leadership, Kyle Tucker, c'est pas nécessairement le plus grand leader. Puis comme tu l'as dit, c'est correct aussi. Mais Bregman, c'en est un qui prend le leadership sur ses épaules, puis on le voit. On le sait que son contrat est trop cher. Les Red Sox le savaient, ils ont pris cette décision-là. Mais j'ose espérer qu'ils savaient aussi que ça allait avoir des répercussions sur leur formation. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de partisans des Red Sox qui disent, oui, c'est parfait, il ne fallait jamais qu'on paye ce prix-là pour avoir Bregman. D'accord. Mais est-ce que tu vas gagner sans avoir Alex Bregman avec la formation puis le manque de leadership que tu as à Boston? Je ne crois pas. Donc, des fois, de surpayer, oui, ça va te faire mal du côté financier, mais si ça t'amène des résultats sur le terrain et dans le vestiaire, il faut qu'à un moment donné, tu fasses ce genre de move-là. Tu sais, je ne dis pas de surpayer tous tes joueurs, mais sur un joueur de cette trempe-là, avec ce leadership-là, c'est sur ce genre de joueur-là que tu dois investir. Il y a tellement de talents actuellement à Boston, de talents en devenir, puis de talents qui ne se développent pas. Est-ce que les Red Sox vont vivre la même affaire que les Orioles ont vécu avec tous leurs bons jeunes joueurs? Ça ressemble pas mal à cette histoire-là. C'est comme si on avait deux écrivains écrivaient le même livre, là. Mais n'empêche que Bregman, c'était Bregman que ça prenait pour upgrader la valeur de ces jeunes-là puis bien les entourer. Est-ce que Trevor Story est capable de faire ce boulot-là? J'ai rien contre Trevor Story, mais la réponse est non. Je pense qu'on aurait dû surpayer pour permettre aux jeunes Red Sox de passer à un autre niveau, puis de leader pour les 10 prochaines années. Tu as échangé Rafael Devers au nom du leadership d'Alex Bregman. Tu as fait les choses à moitié. Tu n'es pas allé au bout de ton projet parce que tu ne voulais pas lui donner une clause de non-échange. Parce que le montant était à peu près là. C'était 175, 160. C'était 3 millions par année. C'est pas énorme dans le monde du baseball, mais c'était une différence qui se comblait. Mais c'est la clause de non-échange. C'est la marque de respect que tu n'as pas voulu lui donner à un gars sur qui tu comptais beaucoup. Tu sais, les textes sortent là, sur The Athletic depuis le congédiement de Cora, ces affaires-là. Tu sais, Bregman, il a empêché que certains coachs des frappeurs perdent leur job l'an passé pratiquement à lui seul. Là, je veux dire, il y avait tellement un ascendant fort, Pascal, sur Craig Breslow, puis tu le laisses aller. Oui. On dirait que tu as abandonné. Puis tu abandonnes avec une équipe qui a du talent quand même. Là. Puis il a fait tout ça. Il a fait tout ça en venant d'arriver. Là. Ça faisait pas longtemps qu'il était là. Donc, tu sais, si tu lui laisses quelques années pour établir ce leadership-là encore plus solidement, ça risque de t'amener au prochain niveau. Jamais dans 100 ans, les Red Sox font les séries éliminatoires l'an dernier sans Alex Bregman. Mais, tu sais, penser, reculer de 10 ans, puis regarder la valeur de ce joueur-là à Houston, à Boston,
à Chicago. Il va avoir fait une différence partout où il va être passé. Fait que, c'est une carrière très intéressante. Mais tu sais, je l'ai dit la semaine passée, puis il y a une partie que c'est circonstanciel, mais il est parti de Houston et depuis ce temps-là, Houston ne fait pas les séries. Il est arrivé à Boston qui ne faisait pas les séries depuis une couple d'années. Là, ils ont fait les séries, puis là, cette année, ils s'enlignent pour les manquer quand ils partent. Puis Chicago, oui, on s'est rendu en série l'an passé, mais clairement, on a pris un autre niveau cette année. Tu sais, les équipes font ça ou ça, dépendant de s'il est là ou s'il part. C'est pas juste le fruit du hasard, Pascal. Non. Ben, c'est quasiment à ce niveau, rendu à ce niveau-là, rendu avec l'expérience qu'il a, tout ce qu'il a fait dans le baseball majeur, c'est quasi un assistant gérant. Oui. Ouais. C'est le genre de gars qui pourrait être gérant un jour. Absolument. Il n'est pas receveur, là, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Il a le droit pareil. Oui, c'est ça. Il a le droit pareil. Il va en manquer des receveurs à un moment donné. Là. À un moment donné, on va avoir passé à travers tout le bassin. Là. C'est ça. Ah, mais d'ici une couple d'années, Patrick Bailey sera plus assez bon pour jouer, puis il va aller devenir gérant des Giants de San Francisco. Écoute, il est possible. Ouais, avec tellement bon. Oui, c'est ça. Il est tellement bon défensivement que c'est sûr qu'il fera un excellent gérant. Oui, c'est ça. On en a glissé un mot plus tôt, mais juste pour répondre à la question de Julien ici, là, 292 de moyenne pour Vlad, c'est moi où il ne semble pas être si pire. C'est sûr que quand tu regardes ça, ça va, mais à la fin du mois, il y avait une moyenne d'au-dessus de 350, donc la chute est quand même assez vertigineuse. Puis il y a quoi, là, je pense qu'il y a 5 coups sûrs depuis le début du mois. Il y en a 2 dans la dernière semaine. Son dernier double remonte à la fin avril. Son dernier circuit, je pense que c'était le 20-21 avril, quelque chose comme ça. Ses performances sont en déclin là, dans les 2 dernières semaines. Mais c'est sûr que si tu regardes les stats en tant que telles, ça va global. Mais c'est si tu découpes ces dernières semaines. Mais pas quand tu t'appelles Vlad Guerrero Junior. Là, je veux dire, 2,92 pour n'importe quel joueur du baseball majeur, il va le prendre demain matin. Ouais. Mais pour lui, c'est peut-être pas assez suffisant. Non, c'est ça. Puis la moyenne dans 2026, ça vaut ce que ça vaut aussi. Donc, ça vaut ce que ça vaut aussi. Ouais. Puis c'est surtout que ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Vous savez à quel point j'adore les statistiques avancées et les petits génies, mais présentement, les metrics, les stats avancées ne s'en vont pas dans la bonne direction. Non, pas du tout. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Pas du tout. Messieurs, ça fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui. Long épisode, mais on en avait beaucoup à dire. Puis avec Pascal, on a toujours du plaisir à jaser baseball. Donc, merci mon cher d'avoir été là avec nous encore une fois cette semaine. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à tous les auditeurs qui sont venus nous poser des questions en live. Pour ceux qui veulent nous écouter en live les prochaines fois, c'est les mercredis à 20h sur les plateformes de Passion MLB, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Sinon, Sébastien, pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter en live et venir poser vos questions sur le chat comme ça, on peut nous écouter sur toutes les bonnes plateformes traditionnelles de podcast. Un petit peu partout sur notre site web passionmlb.com, accompagné de nos nombreux articles, dont ceux de Pascal sur Justin Verlander. entre autres. Oui. Écoute, récemment, il ne jouait pas, puis tu as trouvé une manière d'écrire sur lui. Écoute, voilà. Tous les moyens sont bons. Hein? Tu joues pas, tu es blessé, tu n'es pas blessé, on écrit. Puis, j'ai pensé à toi quand j'ai vu le sujet et que je l'ai mis dans notre document de travail parce que je me suis dit, samedi matin arrive ou dimanche matin, je ne me rappelle pas. C'est sûr que c'est un sujet qui moi, quand j'ouvre le doc, j'ai toujours un sourire de voir le nom. Je me dis, peut-être qu'il a mis mon nom au bout. Donc, c'est ce qui fait le tour pour ce qu'on avait cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.